Monsieur le Président Marc Mosset, fraîchement réélu, et donc je vous adresse mes très chaleureuses félicitations à l'occasion de cette réélection attendue, mais je crois qu'il est le signe de la reconnaissance de tous ceux ici, assis ou debout, et j'accorde la même importance à ceux qui sont assis et ceux qui sont debout, du travail que vous accomplissez à la tête de votre association. Monsieur le directeur des affaires civiles et du Sceau, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers amis, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi de venir à l'invitation du président de l'AFJE clôturer en quelque sorte et dire quelques mots à l'occasion de votre Assemblée générale qui vient de se tenir. En 50 ans, puisque c'est l'année dernière que vous avez fêté cet important anniversaire, l'AFJE s'est imposée comme la première organisation professionnelle de juristes d'entreprise en France, mais aussi en Europe. Elle est en particulier à l'origine, et je voudrais le saluer, de la reconnaissance par le législateur de l'existence et des particularités de cette profession qui constitue aujourd'hui plus que jamais une interface essentielle entre le droit et l'économie, entre les normes édictées par les pouvoirs publics et l'activité des entreprises. C'est dire, mais je n'ai assurément pas besoin de vous en convaincre, que les juristes d'entreprise sont un rouage capital de la promotion du droit, vous venez de le dire, et de la vitalité économique de notre pays. Monsieur le Président, vous venez d'aborder des enjeux graves et il faudrait beaucoup de temps, plus que celui que vous me laissez, pour apporter des réponses. Vous avez évoqué cette fatigue démocratique qui aujourd'hui nous étreint, nous interroge. Vous avez évoqué toutes ces interrogations autour de la révolution industrielle, l'irruption du numérique qui pose tant de questions. Vous avez abordé aussi cette question lancinante d'une société qui s'habitue, malgré elle peut-être, à ce que les libertés, les valeurs auxquelles nous sommes attachés soient défiées sans beaucoup de réactions. Vous avez évoqué aussi les tensions, les déchirures qui traversent notre société, notre espace public. Et finalement, je n'apporterai pas évidemment ce soir les réponses à ces interrogations qui sont légitimes et qui, en tant que citoyen, aussi m'interpellent. Mais ce dont je suis vraiment convaincu, c'est que nous sommes tous, à la place où nous sommes, à la recherche d'un trésor qui devient rare, mais qu'il faut vraiment trouver. Et ce trésor, c'est la confiance, parce que sans confiance, il n'y a pas de démocratie, sans confiance, il n'y a pas d'économie de marché, et sans confiance, je dirais, il n'y a pas de pacte social qui tienne. Et tous, à notre place, nous voulons, si nous voulons consolider la démocratie et l'état de droit, si nous voulons faire tourner une économie qui est la condition même de notre bien-être, si nous voulons vivre ensemble, il faut collectivement créer de la confiance. Or, la France, il faut le dire, est devenue une société de défiance. Et tous les remèdes qui, dans les démocraties plus inclusives, plus rassemblées, créent de la confiance, parfois en France, créent encore plus de défiance. La transparence, le numérique, autant, je dirais, au lieu d'apparaître souvent comme des valeurs positives qui peuvent rassembler, offrir des potentialités, suscitent encore plus parfois de doute, de défiance. Et je pense que le Conseil d'État, en tant qu'institution de la République, a un devoir impérieux de produire de la confiance dans les trois fonctions qui sont les siennes. La fabrique de la jurisprudence administrative, la fabrique de la loi, la fabrique du droit en tant que conseil du gouvernement et d'une certaine manière aussi du Parlement, puisque nous sommes de plus en plus saisis aussi de propositions de loi pour avis, et aussi en tant que fabrique des idées, dans la mesure où de notre propre initiative ou à la demande du gouvernement, nous posons de plus en plus des diagnostics sur la gouvernance publique, sur la conduite des politiques publiques, et sommes amenés à faire des propositions qui peuvent inspirer l'action des pouvoirs publics. Et donc, oui, je vous remercie d'avoir invité le vice-président du Conseil d'État pour parler de cette interaction légitime
normale entre l'action des personnes publiques et l'action des juristes d'entreprise dans, encore une fois, les entreprises. Et je voudrais, de ce point de vue-là, en finir, vous ne l'avez pas dit, mais je le dis moi-même, en finir parfois avec le manichéisme stérile qui consiste parfois en France à ranger le public du côté du bien et le privé du côté du mal, à faire comme si l'intérêt général et les intérêts particuliers étaient deux vases clos irréductiblement séparés. Lorsque, en tant que juge, le Conseil d'État élabore la jurisprudence, lorsqu'il examine pour avis des projets de texte, lorsqu'il contribue par son activité de diagnostic et de proposition à améliorer la gouvernance publique ou à éclairer les termes des grands débats qui agitent notre société, le Conseil d'État, et c'est un devoir, veille toujours à évaluer l'impact économique de son action, qu'on la mesure en termes de finances publiques, de pression fiscale, de charges administratives. Et le premier devoir du juge, c'est de sentir le pouls d'une société en mouvement, qui lui demande aussi d'adapter ses réponses. Et sur les sujets qui vous intéressent, le Conseil d'État n'est pas et ne sera pas conservateur. Regardez le mouvement qu'il a fait sur la question de l'irruption du droit souple, vous le citiez, sur le contrôle des autorités de régulation, sur même la révolution que connaît le recours pour excès de pouvoir et la notion de décision susceptible de recours. En quelques années, le Conseil d'État a adapté son logiciel, peut faire l'objet d'un recours, non seulement la décision qui modifie l'ordonnancement juridique, qui a des conséquences juridiques sur ceux qui en sont les destinataires, mais aussi les décisions, les prises de position qui ne changent rien à l'ordonnancement juridique, mais qui, par l'effet de réputation qu'elle produit ou par l'orientation des comportements qu'elle peut avoir sur les ménages ou les entreprises, peut avoir des conséquences significatives sur le fonctionnement de l'économie. Je vous renvoie à la jurisprudence Fair-Vesta, Numéricable, ou plus récemment, à propos de la HTVP, le recours de Madame Le Pen. Sur tous ces sujets, le Conseil d'État a adapté et continuera d'adapter sa jurisprudence. Mais je voudrais m'arrêter ce soir sur trois sujets qui sont directement en lien avec l'actualité de votre association et sur lequel je voudrais très humblement apporter ma contribution. Le premier de ces sujets, c'est celui qui vient d'être abordé, Monsieur le Président, celui de la confidentialité des avis rendus par les juristes d'entreprise. Cette question vient d'être profondément remise sur le devant de la scène par le rapport du député Raphaël Gauvain, et je sais aussi que le Premier ministre, lorsqu'il est venu, vous l'avez rappelé, au Grenelle du droit, co-organisé par la FJE et le Cercle Montesquieu, s'est dit prêt à travailler à la confidentialité de certains avis juridiques internes à l'entreprise. Et je le dis vraiment comme je le pense, je suis convaincu que plusieurs arguments jouent effectivement en faveur d'une protection accrue de la confidentialité de ces avis. Il y a d'abord, et cela me paraît évident, un argument de contexte qui tient au fait que la France est aujourd'hui l'un des seuls pays développés à ne pas garantir cette confidentialité. Et cette singularité constitue un désavantage dans le cadre de la concurrence internationale. Elle nuit à l'attractivité économique de notre pays. La compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis de leurs voisines européennes en pâtit aussi, et il faut bien reconnaître que la disparité des solutions est devenue difficilement compréhensible. Il en va de la sécurité juridique comme du bon fonctionnement du marché intérieur qui requiert, c'est l'Europe de la preuve aussi, qui requiert un minimum de cohérence entre les normes nationales afin d'assurer une concurrence loyale, une concurrence effective. Un autre argument m'apparaît tout aussi pertinent. C'est celui qui nécessite de protéger cette confidentialité parce qu'elle replacerait le droit au centre de la vie des affaires et accompagnerait mieux
le mouvement en cours de responsabilisation des entreprises. Dans un très grand nombre de secteurs, la régulation change de braquet. Alors qu'elle multipliait les contrôles a priori, la sanction, elle invite aujourd'hui les entreprises à prendre leur destin en main. C'est la culture de la conformité. Ce sont les entreprises qui deviennent les acteurs de la régulation par, en quelque sorte, des initiatives proactives qui consistent à détecter les risques, à les anticiper, à les prévenir, à les corriger s'ils sont constatés. Et disons-le, cette situation est paradoxale parce que l'obligation dans laquelle se trouve l'entreprise de mettre en place en pratique une vraie culture de compliance ne cesse de s'accroître alors qu'elles restent privées, les entreprises françaises, de certains moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. La confidentialité des avis des juristes est précisément l'un de ces moyens. Les juristes en interne doivent pouvoir élaborer leurs avis en toute objectivité, avec courage, sans, je dirais, être impressionnés par les conséquences de ce qu'ils peuvent écrire et sans craindre que cela puisse nuire, in fine, à l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Les employeurs, de leur côté, ne doivent pas hésiter à solliciter ces avis pour prendre leurs décisions de manière éclairée. Et donc, oui, d'une certaine manière, la confidentialité serait un moyen de favoriser l'instauration d'un climat de confiance, je n'hésite pas à employer ce terme, au sein des entreprises et permettrait aux juristes d'acquérir le rôle privilégié qui doit être le leur, comme il l'est par exemple aux États-Unis, pour conseiller, avertir, engager les entreprises dans un cercle vertueux de la conformité. Au total, ce sont les entreprises, mais aussi le droit lui-même, c'est-à-dire l'intérêt général, qui gagneraient à cette confiance renouvelée. Ces arguments, ils sont forts et ils pourraient suffire à démontrer que les revendications de la FJE ne relèvent pas du simple corporatisme. C'est tout le tissu économique de notre pays, son attractivité, sa compétitivité et le droit lui-même qui y gagnerait. C'est pourquoi je crois, et je ne m'engage qu'à titre purement personnel, que le moment est venu de passer de l'étude aux travaux pratiques. Mais franchir ce pas implique de garder à l'esprit les intérêts contradictoires qui sont en jeu et de trouver les bons équilibres, de fixer au bon endroit les curseurs. L'instauration d'un legal privilege ne doit pas, en premier lieu, compliquer outre mesure le travail des enquêteurs dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives qui existent et frappent les entreprises. Chercher à protéger les entreprises françaises contre une éventuelle concurrence internationale qui ne serait pas à armes égales ne doit pas mener à fragiliser en France, à l'intérieur de notre pays, les autorités qui sont démocratiquement investies pour sanctionner les manquements aux règles du jeu. Et je parlais de confiance. Comment, en France, dans un pays où la culture économique est si faible, dans lequel la confiance dans l'économie de marché est si vacillante, si les Français n'ont pas confiance dans la capacité d'arbitre puissamment armé de faire respecter ces règles du jeu. Et donc, oui, l'existence et la possibilité pour ces autorités de mener leur travail d'enquête pour détecter les preuves de dérive ou d'abus est une condition aussi de l'état de droit et de la confiance que placent dans l'économie de marché les citoyens. Cela tombe bien, parce que lundi dernier, le 24 février exactement, le Premier ministre m'a adressé une lettre pour commander une étude au Conseil d'État. Et vous savez très souvent que ces études sont elles-mêmes suggérées par le Conseil d'État et acceptées par le Premier ministre. Ce sont des commandes unilatérales, mais qui relèvent souvent d'un dialogue préalable. Et personnellement, j'avais constaté, contrairement au modèle britannique, que la construction de notre droit de la régulation n'obéit pas à une approche scientifique dans laquelle on expérimenterait un modèle achevé, un modèle réussi, et ensuite on le déclinerait secteur par secteur. Dans chaque secteur éclot en quelque sorte
un équilibre différent des autres en fonction finalement de l'état du moment. Tout ça manque de systématisme et parfois de réflexion et d'évaluation. Et c'est pour faire ce travail d'évaluation et de proposition que le Premier ministre vient de confier une étude au Conseil d'État. Elle sera rendue le 15 octobre prochain sur le thème des pouvoirs d'enquête des administrations et des autorités administratives indépendantes. Le champ est très large puisqu'il couvre les administrations fiscales et douanières, l'inspection du travail, l'administration de la concurrence, de la consommation, celle de l'environnement, mais aussi toutes les autorités administratives indépendantes disposant de pouvoirs d'enquête. Il s'agira de recenser l'existant, mais de faire un travail consistant à ordonner les choses et à réfléchir sur l'adaptation de notre droit. Y a-t-il des socles de règles qui pourraient être partagés? Y a-t-il un bon équilibre à trouver entre la gradation des pouvoirs d'enquête, qui sont plus ou moins intrusifs, et les garanties données aux citoyens et aux entreprises, droit de la défense, droit au domicile, droit à la vie privée, qui peuvent être limités par ces pouvoirs d'enquête, et enfin, faculté de faire des propositions, puisque le Conseil d'État est invité à faire des propositions pour aménager le droit de manière à la fois à ordonner, homogénéiser, mais aussi atteindre un meilleur équilibre entre effectivité des pouvoirs d'enquête et réalité des garanties données à ceux, les régulés, qui sont soumis à ces pouvoirs d'enquête. Et je pense profondément que la question du legal privilege devra aussi être abordée dans ce groupe de travail, et si le Conseil d'État n'y pense pas, je le rappellerai au président ou à la présidente du groupe de travail qui sera constitué pour fabriquer cette étude. Il faudra notamment que la FJE soit auditionnée par le groupe de travail. En second lieu, et c'est la seconde chose que je voudrais dire dans l'équilibre à trouver, c'est que la réforme, si elle a lieu, consistant à protéger la confidentialité des avis émis par les juristes d'entreprise, ne devra pas bouleverser inutilement les professions du droit, au risque de renforcer les cloisons qui trop souvent les séparent encore. Les juristes et les avocats ont beaucoup de choses en commun et souvent leurs fonctions se recoupent. Et l'institution d'un legal privilege au profit des premiers devrait être réalisée en cherchant à favoriser l'émergence d'une grande profession du droit réunie autour de valeurs communes. Je sais que plusieurs organisations représentatives des avocats se sont déjà prononcées pour la confidentialité des avis des juristes d'entreprise et pour la création, mais je ne me prononcerai pas sur ce point, sur la création d'un statut original d'avocat en entreprise, qui est une solution, mais pas la seule. Et cette coopération, que j'encourage évidemment, laisse entrevoir un compromis acceptable pour chacune des deux professions, étant entendu que les avis des juristes d'entreprise seront d'autant mieux protégés que leur indépendance est assurée par le biais notamment d'un corpus déontologique effectif. Le deuxième sujet que je souhaite aborder avec vous est celui de la qualité de la norme. Cela fait maintenant longtemps que le Conseil d'État alerte les pouvoirs publics sur l'inflation normative, le bavardage de la loi, la complexité sans cesse croissante du droit. Mais nous avons du mal, en France, qui est un pays légicentré, qui attend beaucoup de l'État et dans lequel l'État répond souvent aux problèmes qui lui remontent de la société par une sophistication croissante de la norme. Nous avons du mal, en France, à nous débarrasser de ce tropisme normatif qui conduit à penser que tout problème peut trouver sa solution dans l'édiction d'une nouvelle loi ou d'un nouveau règlement. Notre-Dame brûle, il faut donc une loi pour Notre-Dame. Or, les juristes d'entreprise sont bien placés pour voir les effets néfastes de cette tendance. Les acteurs économiques ont des difficultés pour s'orienter et pour élaborer des stratégies de long terme. Leurs services juridiques sont accaparés par des charges administratives souvent trop fortes, démesurées, qui pèsent sur la compétitivité des entreprises et freinent, en définitive, la prise de risque.
Et l'on sait à cet égard que la complexité du droit entrave tout particulièrement les petites et moyennes entreprises parce qu'elle crée des distorsions dans le tissu économique français caractérisé par souvent le fait que ces petites entreprises n'ont pas les moyens pour faire face à cette complexité grandissante du droit. Simplifier le droit n'implique pas seulement, comme on est souvent tenté de le croire, d'améliorer la qualité formelle, c'est-à-dire de rendre le droit plus clair, plus intelligible, plus accessible. La vraie simplification, celle qui sera propre à libérer l'économie française, doit en effet davantage porter sur le contenu même de la norme et sur les charges administratives qu'elle entraîne, notamment les coûts induits de mise en conformité des acteurs avec la norme nouvelle. Et ce chantier qui est nécessaire requiert la mobilisation de l'ensemble des acteurs du droit et doit être mené de manière réaliste. Procéder de manière réaliste implique avant tout de ne pas confondre simplification et simplicité. La réalité est complexe, c'est un fait. Et l'encadrement de la vie des affaires suppose de protéger des intérêts qui sont divers, parfois opposés, et implique chaque fois de trouver un équilibre nécessaire qui est nécessairement fin pour réguler chaque domaine d'activité. Simplifier ne peut pas non plus vouloir dire que les pouvoirs publics doivent perdre la possibilité de modifier le droit, car il faut pouvoir parfois renoncer à l'objectif de stabilité pour satisfaire d'autres exigences, comme l'adaptation aux changements économiques, aux faits européens, et souvent codifier à droit constant des textes devenus illisibles à force d'ancienneté, d'ajouts ou d'amendements n'est pas la bonne réponse. Qui plaiderait aujourd'hui contre la refonte, mais au sens plein du terme, du Code général des impôts ou par exemple du Code des assurances. Dès lors, ce qui compte, c'est d'une part de combattre ce qui peut être considéré comme une complexité excessive, d'autre part d'œuvrer à ce que les normes nouvelles soient plus efficaces, plus pertinentes et plus adaptées. Et ce dernier point est au centre de la réflexion actuelle du Conseil d'État qui vient de publier une étude sur les expérimentations et prépare sa prochaine étude annuelle sur l'évaluation des politiques publiques. Ces travaux participent du changement de la culture normative que nous avions déjà appelé de nos voeux à maintes reprises. Pour bien légiférer, il ne faut pas construire chaque fois un monument historique devant lequel on se prosternerait. Il faut avoir une conception plus humble, plus instrumentale du droit. Il faut accepter de tâtonner, d'hésiter, de revenir parfois en arrière, de reconnaître ses échecs, de corriger, d'adapter. C'est aussi avancer par la preuve. Et de ce point de vue-là, l'expérimentation est souvent un bon levier pour innover dans la conduite des politiques publiques. Il faut enfin développer l'évaluation ex ante pour éclairer les choix qui sont faits, les arbitrages qui sont rendus, mais aussi l'évaluation ex post pour mesurer effectivement, en toute sincérité, en toute objectivité, l'écart entre ce qui a été attendu et ce qui s'est produit. Et vous l'avez vu, le Conseil d'État n'hésite pas, lorsque cette évaluation ex ante ne lui paraît pas bien faite, de le dire. Je n'ai pas besoin de parler de l'actualité récente. En aval, l'évaluation doit donc permettre, et c'est aussi un motif de confiance, permettre de révéler les effets concrets des réformes entreprises. Ce chantier donc est long et compliqué, il rencontre des résistances que l'on ne peut ignorer très facilement, mais je pense, pour revenir à la simplification, que nous ne devons pas baisser les bras, car ce n'est qu'en créant de meilleures normes que la France pourra défendre sa place dans la compétition internationale. Ce n'est qu'en créant de meilleures normes que la stabilité, la sécurité juridique, indispensables aux entreprises de notre pays, pourront être garanties. Je termine en évoquant rapidement un dernier sujet qui vous a, je le crois, occupé récemment, c'est le projet d'élaborer un code européen des affaires. Il peut paraître étrange d'envisager la rédaction d'un nouveau code juste après avoir évoqué l'inflation normative et l'excessive complexité du droit.
Mais d'une part, la codification est précisément une manière parmi d'autres de simplifier, et la députée Valérie Comès-Bassac, dans un récent rapport, propose précisément de commencer par compiler et d'harmoniser les règles existantes. D'autre part, le droit européen des affaires est certainement un domaine dans lequel des règles nouvelles, homogènes, pourraient être utiles. À une époque où l'Europe a besoin d'un nouveau souffle, ce code permettrait de poursuivre l'harmonisation du droit des affaires dans les différents pays européens et faciliterait, ce faisant, la réalisation du marché unique et les échanges économiques entre les différents États membres. Il renforcerait l'accessibilité du droit européen, renforcerait aussi l'attractivité de l'Europe, et je pense à ce qui a été fait en Afrique, par exemple, par l'OADA, qui a été un actif considérable pour aussi mieux interconnecter les économies, faciliter la vie des entreprises et aussi attirer l'investissement. On ne peut pas enfin faire fi de la forte dimension symbolique d'un tel code européen des affaires, s'il voit le jour, qui constituerait un signal montrant que la construction européenne n'est pas en panne et contribuerait à donner à la population des différents États membres le sentiment d'appartenir à une communauté en mouvement. Pour toutes ces raisons, participer à cette réflexion, et je vous remercie de le faire, vaut le coup. Il est impératif, je crois, que ce chantier prenne racine dans une expérience des acteurs de l'économie, dans leur connaissance du terrain. C'est leur investissement, c'est-à-dire en ce qui concerne les juristes d'entreprise, votre investissement, qui permettra que ce projet soit mené à son terme et surtout qu'il débouche sur un corpus juridique à même de réaliser les promesses qu'il porte en lui. Le chemin vers un tel code est, à n'en pas douter, sinueux. Il faudra s'entendre aussi sur la méthode de construction et la substance de ce code, mais il offre des perspectives réjouissantes et le Conseil d'État, de son côté, ne restera pas insensible à ces travaux. Mesdames et messieurs, le moment de conclure vraiment est arrivé et je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir convié à clôturer votre Assemblée générale et je forme le vœu très chaleureux, très sincère, que les travaux de votre association continuent d'être aussi stimulants, aussi fructueux et utiles à notre avenir commun. Merci beaucoup.